Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep on Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.wordpress.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Dans ce premier épisode, on reçoit Aya Luna, qui est une mangaka belge auto-éditée qui vient nous parler de son manga Génération Y. C'est un immense plaisir encore une fois et je la remercie d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Aya Luna, tu es en direct. Bonjour tout le monde. Première question et pas des moindres, comment ça va? Écoute, ça va. Franchement, ça va. Un peu comme tout le monde, un peu embêté par la pandémie, mais franchement, je m'en sors bien, j'ai pas à me plaindre, donc tout va bien. Bon, super. Donc, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, donc moi c'est Aya Luna, je fais du manga depuis que j'ai rencontré les émissions et le manga papier, etc. Donc je me suis un peu plongée dedans toute petite. J'ai directement fait des bandes dessinées parce que mon truc à moi c'est de raconter des histoires. J'ai fait des fanzines. En 2010, j'ai lancé un fanzine avec 2-3 copains. Et puis après, je me suis lancée dans le manga en auto-édition et voilà, je suis là. Et tu te retrouves dans le Keep on Talk. Exactement. On va faire une petite interview en 3 parties à peu près. Au début, on va parler donc de Génération Y, du manga d'Aya Luna. Ensuite, on va parler plus d'Aya Luna, de son parcours, de comment elle est devenue auteure. Et puis à la fin, il y aura des petits conseils d'auteur et on parlera aussi des autres projets sur lesquels elle travaille. On va commencer directement dans le vif du sujet avec Génération Y. Est-ce que tu peux nous dire le résumé de ce manga, de quoi ça parle? Alors en résumé, il s'agit surtout de mise en situation d'adolescents qui vivent leur vie du quotidien et qui rencontrent des problèmes quotidiens qu'on peut rencontrer quand on est ado. Donc voilà, les ados d'aujourd'hui, forcément, il y a les réseaux sociaux, il y a des problèmes d'identité, les problèmes de relations entre parents-enfants, etc. Et je me concentre principalement sur les problèmes que ça peut engendrer, donc par rapport aux réseaux sociaux, le cyberharcèlement, par rapport aux problèmes de génération, les incompréhensions de la communication, etc. Donc ça, c'est mon gros kiff. Et en fait, le héros principal est un enfant qui a été harcelé quand il était tout petit et qui a décidé en grandissant et en ayant un peu plus de force et un peu plus de ressources, on va dire, d'aider les gens qui sont dans des situations de faiblesse, qui sont dans des situations qui auraient besoin d'aide et pour lesquelles ils ne trouvent pas forcément du soutien chez les adultes. Voilà, c'est la ligne principale de mon manga. Je pense que ça a donné envie déjà à tous ceux qui l'ont pas lu de le découvrir. Donc pour Génération Y, comme tu l'as dit, on suit les aventures d'un lycéen. Et ce qu'on peut lire des 2 premiers chapitres sur Manga Draft, c'est que c'est un lycéen qui est un peu mal dans sa peau dès qu'il rentre dans l'enceinte du lycée. Pourquoi ce choix de suivre un protagoniste comme ça, un adolescent, un lycéen? Alors déjà, c'est pas le héros de notre histoire. Le héros, c'est la personne qui va rencontrer et qui va l'aider. J'ai commencé avec ce lycéen parce que je pense que pas mal de gens peuvent se reconnaître dans une personne qui a parfois du mal, à une timidité maladive, et s'ils se reconnaissent pas, ils connaissent certainement quelqu'un qui vit ça. Et je trouvais que c'était une bonne approche pour montrer que il fallait pas forcément être maltraité, se faire taper dessus, etc. pour se sentir mal. Il y avait vraiment des situations par rapport à sa personnalité et comment les gens l'acceptaient et l'interprétait. Donc voilà, j'ai voulu commencer avec un peu de subtilité. Alors sur Draft, il me semble qu'il y a un petit avertissement moins de 12. On en parlait tout à l'heure. C'est parce qu'on parle forcément de harcèlement scolaire, etc. Donc c'est une violence qui est pas forcément visuellement explicite, mais qui est quand même suggérée. Oui.
Donc toi, tu nous en parlais quand t'as résumé le manga. C'est des thèmes, ces thèmes-là finalement un peu du harcèlement, des violences, des agressions. C'est un thème dont t'as vraiment senti le besoin d'en parler? Oui, ça c'est clair. Pour moi, c'est une évidence que c'est pas assez mis en scène, certainement pas dans le manga. En tout cas, j'en ai pas beaucoup vu. Enfin, je sais qu'au Japon, c'est une toute autre approche par rapport à l'harcèlement qui est très présent aussi. Mais je voulais quelque chose de plus proche de nos cultures et en fait qu'on se rende compte que ce genre de mots, on peut très bien les infliger à quelqu'un malgré soi en fait, par maladresse ou par manque d'empathie. Et je pense que c'est une bonne idée de le mettre en scène, en image, pour pas paraître trop moralisateur, pour prendre un peu plusieurs camps, parce que je vais pas parler que des victimes, mais je vais aussi parler des bourreaux. Euh, Pas pour les défendre, bien sûr, mais pour qu'on comprenne à quel point des automatismes peuvent vite s'installer et qu'on n'est pas à l'abri d'être un jour bourreau, même si on a été victime auparavant et inversement. Tu le dis, mais il y a vraiment pas, enfin, quand on lit ton manga, on ressent vraiment pas ce côté moralisateur, et je trouve que c'est un bon point quand on parle de choses aussi graves, entre parenthèses, quoi. Tant mieux, tant mieux. Mais par exemple, enfin, ceux qui ont lu mon tome 1, j'ai un peu pris la défense de la police en disant qu'il manquait de budget pour être vraiment efficace et pour se pencher sur des cas comme le cyberharcèlement, etc. Voilà, je ne me situe pas comme pro ou contre la police ou ce genre de sujet. J'essaye d'être le plus neutre possible et de voir dans tous les camps ce qui fait que y a toute une partie de la population qui est mal renseignés et parfois mal aiguillés quand il leur arrive quelque chose, quoi. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on ressent aussi quand on parle, c'est vraiment un problème qui est ancré finalement dans la société, et comme tu le disais, on peut tous passer d'un côté ou de l'autre sans en faire attention, quoi. Exactement. Enfin, c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre comme message. Merci Raph pour ton follow. Alors il a directement une question, ça on va en reparler plus tard, mais c'est une bonne question, et pour ceux qui veulent le savoir tout de suite. Raph par exemple, il a loupé la campagne Ulule pour le tome 1. Est-ce qu'il y aura un autre Ulule pour le tome 2, ou est-ce qu'il peut l'acheter sur ton site par exemple? Alors, il y aura un autre Ulule pour le tome 2. Je le prévois pour juillet, si tout se passe bien. J'en parle pas encore parce qu'avec voilà, la situation actuelle, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Donc, bon, voilà. Mais a priori, ce serait pour juillet. Et par contre, le tome 1, vous pouvez me le commander en me parlant sur mes réseaux sociaux et on s'arrange pour le paiement et l'envoi. Donc encore une fois, puisque c'est un de tes thèmes de ton manga, tout ce qui est le harcèlement, etc., on va forcément en parler. Est-ce que pour toi, tu as déjà eu des retours où tu crées ton manga pour essayer de sensibiliser et pour que les ados finalement se reconnaissent dans tes personnages et dans ton histoire? Alors, j'ai moi-même fait une formation de professeur de langue germanique, donc j'ai donné cours pendant plusieurs années. Déjà là, j'avais non seulement des témoignages, mais des mises en situation plus que réelles. Ensuite, après mon manga, oui, j'ai déjà eu des retours de gens qui se sentaient concernés, surtout par rapport à la timidité de Shin et enfin, donc du personnage qu'on suit au début et des interprétations qu'on peut en avoir. Donc, que les gens pensent que c'est de l'arrogance alors que c'est simplement de la timidité. Ça, j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit, mais j'ai vécu ça pendant toutes mes années de collège, etc. Donc, ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est triste pour eux, mais je veux dire, c'est bien qu'ils se reconnaissent. Mais ça prouve que tu es au plus proche de la réalité, quoi. J'espère, en tout cas. Et si je suis pas toute proche, en tout cas, je pense que des témoignages, c'est toujours du cas par cas et que les gens comprennent bien que c'est pas forcément une généralité, mais que ça peut arriver, quoi. Comme tu le disais, puisque c'est une histoire qui va vraiment dans le quotidien et dans le monde réel, souvent quand on arrive sur le manga ou quand on découvre les mangas, on s'attend plutôt à tomber sur du fantasy, sur de la science-fiction, sur des histoires avec des pouvoirs, des mondes, etc., complètement différents d'une autre. Toi, donc, t'as vraiment voulu te rattacher à la réalité comme elle est, quoi. Ben, en réalité, je trouve que c'est beaucoup plus facile de sortir, d'aller à l'extérieur, de se balader dans la ville et de retranscrire ce qu'on voit. Je trouve que le fantastique a ce côté très original et qui sort de l'ordinaire, qui est assez compliqué par rapport à la véracité. Mais j'en fais aussi. C'est juste ce sujet-là n'aurait pas eu d'impact si j'avais ajouté quelque chose de fantaisie autour. Que, voilà, c'est vraiment le thème
sur lequel je veux me concentrer, quoi. C'est marrant ça parce qu'il y a souvent des auteurs qui nous disent au contraire, pour eux c'est plus facile de créer des histoires dans des mondes qu'ils ont inventés totalement eux, plutôt que de faire des choses très proches de la réalité où pour eux ils doivent respecter souvent beaucoup de règles, etc. Alors que toi finalement c'est ton terrain de jeu, quoi. C'est mon terrain de jeu parce que c'est mes études et parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je pense que si j'avais été fan de l'espace, etc., bah, je me serais peut-être plus lancée sur des trucs spatiaux. Voilà. Mais le social, c'est vraiment mon intérêt principal. Tu as déjà de l'expérience là-dedans, quoi. Oui. Donc après avec enfin personnellement j'ai lu les deux chapitres qui sont disponibles sur Manga Draft. Ce que je trouve fabuleux avec ton manga, c'est que la narration elle est vraiment très très maîtrisée, c'est-à-dire que quand on le lit, on sort pas du tout du manga, on a tout de suite envie de tourner les pages pour avoir la suite. Est-ce que ça la narration tu l'as travaillé? Est-ce que le manga qu'on lit aujourd'hui c'est la première version ou est-ce que tu as dû l'élaborer plusieurs fois pour arriver à ce résultat-là? C'est un peu compliqué comme situation. En fait, en gros, je me suis entraînée sur des one-shots avant avec ces personnages-là. Des one-shots d'ailleurs fantastiques ou pas. Donc, je me suis essayée à ce genre d'exercice. Je voulais pas me lancer tout de suite dans cette œuvre qui est quand même un de mes projets les plus importants. Mais par contre, c'est bien le premier jet de Génération Y que je fais. Et ça se passe de manière assez spontanée, en fait. J'essaye d'être proche des dialogues qu'on pourrait entendre dans la rue. Donc, voilà, j'essaye de réfléchir de ce côté-là. Je suis assez fan de séries télévisées, donc les dialogues, les conversations, ben, je les écoute et je m'y adapte aussi. Mais non, je pense que la narration, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui me vient assez naturellement. J'ai de la chance vis-à-vis de ça. J'ai plein de défauts, hein, mais ça, c'est cool. Et est-ce que, par exemple, tu parles des dialogues, est-ce que toi, par exemple, quand tu entends des dialogues, que ce soit dans une série ou dans la vie de tous les jours, est-ce que tu les notes quelque part? Est-ce que tu te balades avec un carnet pour les noter? Non, je les note pas, je devrais. Mais par contre, ce que je fais, c'est que quand je veux une ambiance particulière, je vais le mettre en fond, une série qui a l'ambiance que j'ai envie de transmettre, et automatiquement, mon esprit va, va déclamer des dialogues qui sont dans cette ambiance-là. D'accord, ouais, tu te mets dans le mood pour après créer autour de ça, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, parfois, je me retrouve à regarder des émissions très peu joyeuses qui parlent d'adolescents, des tentatives de suicide, ce genre de trucs, exprès pour vraiment me mettre dans le mood aussi et apprendre comment ils ont réagi, enfin voilà, c'est très instructif. Pour continuer sur Génération Y, donc tu as sorti un tome en auto-édition, donc où tu as tout géré toute seule jusqu'à la campagne de financement Ulule. Mhm. Est-ce que c'était une envie ou un rêve finalement d'avoir son manga en tome papier, ou toi dès le départ, dès que tu as commencé à écrire sur Génération Y, tu t'es dit je vais le faire en papier? Dès que j'ai écrit Génération Y, c'était pour le sortir en papier. D'accord. Quand j'ai fait des one-shots, je les ai imprimés en A5, mais ça manquait de quelque chose. Je trouvais que je voulais vraiment être proche du format manga que j'aime tant. Et je me suis dit, Génération Y, ce sera un manga imprimé par des imprimeurs de manga de maisons d'édition françaises. Donc je me suis renseignée, j'en ai trouvé un qui imprimait Kiyun, etc. Donc je l'ai directement contacté. J'avais vraiment comme envie d'avoir la même chose que ce qu'on pouvait trouver en librairie, quoi. Donc ça, c'était dès le début. Et est-ce que c'était pas trop difficile quand t'as approché justement les imprimeurs, etc., en leur disant que t'étais finalement un particulier, une particulière qui veut imprimer son propre manga? Non, l'imprimeur m'a pas vraiment posé de problème. Bon, j'ai un numéro de Siret, enfin en tout cas l'équivalent belge. Et, euh, non, non, il n'y avait vraiment pas de souci. Bon, il a fallu quand même discuter parce que moi je peux pas commander 2000 ou 5000 mangas directement, donc il a fallu faire des petites commandes, mais ils n'ont pas du tout été contraires. Ok, donc pour l'imprimer, tu as fait, si je me trompe pas, tu as fait directement le Ulule ou tu en avais imprimé d'abord déjà à mettre en vente? Non, non, j'ai demandé de l'aide aux gens pour pouvoir imprimer dans la qualité que je voulais.
Donc tu as fait, là je reprends la page Ulule, tu as fait donc une campagne pour le tome 1 avec un objectif à 2 500 euros. Mhm. Tu l'as réalisé à 203%, tu as eu, pour être exact, 5 076 euros. Donc une très belle réussite. Ouais, c'était génial. En plus, il y a eu 180 contributeurs ou contributrices. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire à peu près 180 tomes vendus sur la campagne. Oui, tout à fait. Je pense qu'on pouvait donner 5 euros de soutien, mais il y a genre deux personnes qui l'ont fait. Et voilà, et le reste, c'était directement recevoir le manga chez lui. Donc j'étais super contente. Je pense que je visais 100 contributeurs, j'en ai eu 180, j'ai été super heureuse. Et est-ce que tu t'attendais à un résultat comme ça? Est-ce que tu savais déjà, tu avais déjà une communauté derrière toi avant de lancer la campagne? J'avais une communauté derrière moi. Déjà sur Manga Draft, j'avais posté l'entièreté de Génération Y et ça avait plutôt bien marché. J'ai fait pas mal de conventions aussi, donc depuis 2010, je suis pas spécialement connue, mais on m'a déjà croisée, quoi. Donc je parle pas vraiment d'une grande communauté, mais je savais que j'allais avoir des gens fidèles qui me suivent depuis un moment, mais je m'attendais pas non plus à avoir 180. Et est-ce que finalement tu as rempli l'objectif d'avoir un manga qui est au format manga classique? Exactement. J'aurais pas pu espérer mieux. C'est le papier, c'est le format, c'est la jaquette, c'est tout est bon. Et en librairie, on m'a déjà fait la remarque qu'on voyait pas la différence entre mon travail et ceux de maison d'édition. Ah, super, c'est le plus beau des compliments, ça, non, venant d'un C'est libraire. clair, c'est clair, c'est clair. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui auraient raté la campagne, ils peuvent le commander directement en te contactant, c'est ça? Oui, oui, il est à 8,50 € et les frais de port, ça dépend de dans quel pays vous vous situez, quoi. Il faut bien préciser que tu habites en Belgique. Oui, mais j'ai l'avantage d'être près de la frontière française, D'accord. donc je peux faire les envois en France, enfin, pas pour le moment, mais en général. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc toi tu l'as fait en auto-édition complètement toute seule, ton manga. Mhm, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur au niveau de la campagne? Est-ce que c'était de faire la maquette du manga pour l'imprimeur? Est-ce que c'était les goodies? Est-ce que c'est l'envoi? Alors, en fait, c'était un peu compliqué parce que je l'ai fait en février et la pandémie est arrivée pile à ce moment-là. Donc, ouais. Donc là où j'avais été sélectionnée par Ulule justement pour faire un talk à Bruxelles pour présenter mon projet. Puis il y avait plusieurs conventions qui étaient censées arriver pour faire la publicité et tout. Elles ne sont pas arrivées. Et ben, du coup, bon, bah, il a fallu que je réfléchisse à comment toucher plus de gens possible malgré ça. Donc ça a été un peu le stress. Sinon, les goodies, j'ai l'habitude de les faire. J'ai même moi-même un poinçonneur de badge et des trucs comme ça. Donc ça n'a pas été un gros stress. Ah, d'accord. Ça vient de ton expérience des conventions, c'est ça? Exactement, ouais. Donc j'ai pas eu trop de stress vis-à-vis de ça. L'imprimeur, j'ai l'habitude aussi, même si là c'était des impressions professionnelles, donc mais ils ont très bien fait ça. Ils m'ont donné des explicatifs, donc j'ai vraiment pas eu de soucis non plus. Le stress, ça a vraiment été la communication sur le long terme. Et puis, ça je me souviens, c'était un bon stress. Quand il y a eu l'annonce de la pandémie, j'ai eu tout un tas d'annulations de commandes. Parce que le Ulule, Ah, tant qu'on n'a pas validé, tant que la date n'est pas terminée, les gens peuvent supprimer. Et j'en ai eu tout un tas. Et là, je me suis dit non, ah mince. j'étais à 100% et on va sûrement me pourrir ma campagne. Donc j'ai eu très peur. Et en vérité, ce sont des gens qui ont paniqué et qui sont revenus après en s'excusant et en recommandant, quoi. Tu avais mis combien de temps de campagne? Alors, de souvenir, j'avais mis un mois. Oui, c'est ça, j'avais mis un mois. Tout le mois de février, a priori. Donc en plein quand est arrivé Plein les dedans. histoires de confinement. Ouais, exactement. D'accord. Mais t'as quand même réussi, c'est d'autant plus méritant, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc tu le disais, mais ça je pense que c'est important à rappeler pour tous les auteurs qui veulent faire des campagnes de financement. Il y a quand même un gros travail de communication, de marketing finalement à faire en amont. Oui. Alors, franchement, je pense que la plupart des Ulule qui fonctionnent pas bien, c'est pas parce que le projet est pas bon, c'est parce que c'est très fatigant de communiquer dessus, sans pour autant harceler les gens sur les réseaux sociaux, de trouver des gens qui veulent bien en parler, des chaînes YouTube, même la presse. Moi, j'ai contacté la presse de mon quartier, enfin de ma zone pour qu'ils en parlent, etc. C'est, c'est compliqué, il faut oser.
et c'est pas fait pour tout le monde parce que forcément tout le monde n'a pas forcément les contacts ou la non-timidité nécessaire. Enfin, c'est pas toujours facile. Et ouais, je pense que le plus gros du boulot, c'est là-dedans. Les gens sont toujours motivés à aider des amateurs ou des gens qui lancent leur projet, mais il y en a tellement, il faut sortir de la masse, il faut se faire entendre, quoi. Ouais, il faut se démarquer. Ouais. Est-ce que tu avais ajouté pour le, enfin, sur tes paliers de réussite, donc je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, mais à mon avis vous connaissez tous, sur Ulule, quand on réussit l'objectif à 100%, ensuite toutes les contributions d'après nous font augmenter le pourcentage de réussite et donc nous font gagner par palier des bonus sur la campagne de financement. Toi, tu avais quoi comme palier? Est-ce que tu as amélioré le manga? Est-ce que tu as donné des goodies en plus? J'ai fait les deux. J'ai d'abord commencé par mettre des marque-pages et des badges en plus. Et ensuite, à 200%, on allait pouvoir mettre une jaquette à mon manga, ce que je voulais vraiment, vraiment réussir à faire. Donc je suis super contente d'être arrivée jusque-là parce que ça augmente drastiquement le prix de l'impression, une jaquette. Bien sûr. Et donc je pouvais pas le faire en demandant 2500 euros. Mais avec 5000 euros, j'avais de quoi le faire. Et est-ce que maintenant les gens qui te le commandent maintenant, qui passent pas enfin qui sont pas passés par la campagne, est-ce qu'ils reçoivent aussi la jaquette? Oui, oui, maintenant c'est tous ceux que j'ai imprimés ont la jaquette inclus. C'est même une double jaquette, on peut la retourner, il y a un autre dessin derrière, c'est trop cool. Voilà, tu dévoiles un secret. Ouais. Voilà. On le rappelle, à l'époque, tu faisais 2 à 5 planches par semaine, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc cette campagne, ensuite, combien de temps, après tu as mis pour avoir les mangas en tome relié pour que les gens l'aient chez eux? Alors, à partir du moment où, en fait, ça marche par étapes. On doit d'abord envoyer à l'imprimeur ce qu'on a envie, le nombre de pages, etc. Il nous faut un devis qu'on doit accepter. On va payer forcément la facture. Ensuite vient l'envoi du fichier des pages même, parce qu'en fonction du nombre de pages, de l'épaisseur du papier, etc., il va nous donner l'épaisseur du manga et nous permettre de faire une couverture avec un dos qui correspond à l'épaisseur. Donc une fois cette étape-là, bon, il vérifie s'il n'y a pas trop de moirage, si c'est à la bonne résolution, etc. Il vérifie vite fait parce que c'est censé être ton travail quand même, mais il vérifie. Et ensuite, vient la couverture et la jaquette où ils te disent combien doivent mesurer les rabats, etc. Donc de souvenir, j'avais pas terminé mon manga en février, donc j'ai terminé ma campagne, j'ai terminé mon manga genre 3 mois plus tard, et je l'ai eu en papier, je dirais encore 2 à 3 mois plus tard. Donc là, finalement, les gens ont reçu leur manga juste après l'été. Exactement, en septembre, principalement. Combien tu en avais imprimé avec 5000 euros? Alors, l'avantage, c'est que je l'ai traduit moi-même en anglais, vu que je suis professeur en langue germanique, j'ai eu de la chance. Donc, j'en ai commandé, que je dise pas de bêtises, j'en ai commandé 1000 en français et 500 en anglais. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'en as beaucoup chez toi ou... Oui, en fait, j'étais censée faire des conventions en Espagne et en Allemagne pour les tomes anglais. Donc là, pour le moment, je les ai tous. Pas compliqué, ils sont encore tous chez moi. Par contre, les français, ils diminuent drastiquement parce que je les dépose en librairie. Je fais toutes les librairies, chaque fois j'en dépose, mettons, entre 10 et 20. Et donc, ça diminue, mais c'est pas pour autant que c'est vendu, vu que je dois aller chercher les invendus après 3 mois, après 6 mois. Donc, je peux difficilement dire combien il m'en reste exactement, mais il m'en reste quand même un stock assez conséquent. Pour la suite, donc tout à l'heure, on parlait d'une nouvelle campagne pour le tome 2. T'en es où là sur le tome 2 au niveau des planches? J'ai recommencé en janvier, je suis sur la fin du premier chapitre. Je pense faire un chapitre par mois et du coup finir en septembre. Et voilà, et comme j'aurais fait ma campagne en juillet, les gens ne devront pas trop attendre. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas améliorer pour la deuxième campagne? J'espère avoir des conventions, principalement parce que c'est vraiment là qu'on communique avec le plus de gens qui pourraient être potentiellement intéressés. Je pense faire une animation, j'aimerais bien soit demander à quelqu'un, soit de me plonger un petit peu dans l'animation pour faire un petit trailer, quelque chose de dynamique, ça pourrait être vraiment sympa. Et sinon, je vais rester relativement proche du tome 1 par rapport au nombre de pages, par rapport à l'imprimeur. Donc ça, je pense pas qu'il y aura grand chose, parce que ça me satisfait comme ça.
Non, voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je veux faire. Donc ce qui est bien finalement, c'est que tu as déjà presque tous les devis quoi, C'est ça. pour déjà préparer ton budget, etc. Le but au final, c'est de travailler le moins possible en ce qui concerne l'administration, les recherches, etc. Et que ça roule tout seul finalement, que je puisse me concentrer sur la communication et le dessin, quoi. Alors bah je crois qu'on a que des lecteurs dans le chat, hein. Moi je l'ai acheté. Ah, c'est cool. Oui, il était top. J'ai le livre et c'est une perle ce manga. Il faut dire aussi qu'il est plus gros qu'un manga normal, donc plus de pages. Ouais, ça Ouais, c'est vrai. c'est un bel argument de vente. Ouais. On a acheté le premier tome de Génération Y. La qualité est impeccable et la narration est exceptionnelle. Waouh, Donc merci. un très très beau compliment d'Anémine. Et Ouais. nous, je pense qu'il a envie d'acheter. Il trouve ton travail vraiment très très beau. On a une petite question de Bobby Jack. D'où viennent tes inspirations pour ton style de dessin? Pour mon style de dessin, alors j'ai commencé à dessiner avec Dragon Ball. J'ai dessiné Dragon Ball, mais tout le temps j'imitais et je créais moi-même des histoires avec Dragon Ball, etc. Donc je devais avoir 10 ans et je faisais que ça. Ensuite, il y a eu Digimon. Je pense qu'il a pas mal influencé mon style, dans le sens où c'est assez mignon et rond, tout en étant quand même un peu, comment dire, un peu adulte dans ses thèmes. Je sais pas, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça quand il est sorti à la télévision. Qu'est-ce qui m'a influencé? Cardcaptor Sakura, Fruits Basket, qui est un de mes premiers mangas et un de mes mangas préférés. Euh, et je pense quand même être influencé par la bande dessinée franco-belge. Il n'y a rien à faire, mais avant les mangas, je lisais du Spirou et Fantasio, je lisais du Astérix. Et je pense que c'est un petit hybride qui fait mon style aujourd'hui. Peut-être que ça vient de là, tout à l'heure on en parlait, ta narration qui est très maîtrisée, peut-être que ça vient du fait que depuis toute petite tu lis des BD. C'est bien possible, c'est bien possible. Je lis des BD, je regarde des films. Ouais, j'ai toujours eu quand même une attirance pour tout ce qui est narratif, plus que pour des peintures ou des illustrations ou autres, que j'aime aussi beaucoup, mais ça me parle moins. Faut le rappeler, la bande dessinée n'est pas qu'un art visuel, c'est surtout un art narratif. C'est clair. Bah justement, tiens, on parlait des inspirations visuelles. Est-ce que tu as des inspirations au niveau du scénario? J'ai toujours adoré les récits d'aventure. Donc, par exemple, Alexandro Barbucci avec les Witch, ça a été un coup de cœur incroyable quand j'étais petite. Dans les Disney, j'ai toujours préféré les trucs style Peter Pan, etc. Indiana Jones, voilà. Au plus il y a de l'aventure, au mieux c'est. Maintenant, un type de scénario en particulier, pas vraiment. Je lis un peu de tout. Je lis autant de shoujo que de shonen. Je pourrais pas dire. Si toi ça te va, on va passer à ton parcours et comment tu es devenu auteur, puisqu'on parle justement de tes inspirations. Comme tu le disais au tout début de l'émission, tu as commencé aux environs de 2009. Tu as fait ton premier. Alors, ça, moi, ça m'a fasciné parce que tu as fait tes premiers fanzines dans l'année 2010-2011. Euh, faut bien rappeler qu'à cette époque-là, c'est le tout début du manga français. Pour vous donner des exemples, City Hall, ça a commencé en 2012 et Radiant, ça a commencé en 2013. Et toi, 2-3 ans avant, tu faisais déjà des fanzines de manga. Alors, effectivement, le manga dit professionnel, c'est arrivé un peu plus tard, mais par contre, les fanzines, j'étais loin d'être la première. Il y en avait beaucoup, beaucoup qui le faisaient avant. Et j'adorais ça, justement. Je trouvais que ce côté, on se retrouve entre copains et on dessine et on vend nos œuvres imprimées chez nous à la maison avec des agrafes du bureau de papa. Je trouvais ça fascinant, je trouvais ça gentil, mignon et vraiment, c'était pour partager l'art. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait. Et j'ai contacté mes amis. J'étais en école d'art à ce moment-là. J'ai fait une année en art et je suis pas restée. Je m'ennuyais comme un rat mort. Et du coup, j'ai contacté mes plus proches amis et j'ai dit viens, on fait un fanzine, on va bien se marrer. Et effectivement, on s'est marré. Hein. On n'a pas arrêté quoi. Et c'est là que ça a commencé les conventions? Oui, c'est les premières conventions. J'avais pas le courage de les faire toute seule. Donc je les ai fait avec elle et j'ai kiffé ça et j'ai adoré rencontrer le public, j'ai adoré vendre mes œuvres et que les gens reviennent l'année suivante pour voir si j'avais fait autre chose et au final bah, c'est presque addictif donc j'ai pas arrêté. Et après, ça fait maintenant du coup plus de 10 ans Ouais, que tu fais ça. ouais. Donc, tu as choisi de t'exprimer à travers le média manga. Pourquoi le manga? Parce que j'adore les expressions.
Et en bande dessinée, il y a bien sûr des expressions, mais elles se situent un peu ailleurs que sur le visage. Moi, je suis déjà quelqu'un de très expressive physiquement, et du coup, les expressions, ça me connaît. Je sais les lire chez les gens, et je sais du coup les retranscrire, je pense, de la bonne manière pour que ça se transmette bien. Je m'amuse avec les expressions. Et en bande dessinée franco-belge, sans vouloir partir dans les clichés, hein, c'est quand même un peu plus dans l'ambiance qu'on se concentre que sur l'expression faciale d'un personnage. Et puis bon, c'est dynamique, le format me plaît bien, qu'il y ait beaucoup de pages, comme ça tu peux bien t'étaler, beaucoup expliquer des choses, voilà, c'est mon truc. Et finalement, les expressions avec les expressions du visage des personnages, c'est les premiers vecteurs d'émotion. Je pense, ouais. Et puisque toi, enfin, puisque Génération Y, ça parle quand même beaucoup de ça, beaucoup d'émotions. Donc ça te permet de t'exprimer là-dessus. J'ai trouvé le bon plan pour pouvoir dessiner des visages et des expressions tout le long de mon manga, c'est de prendre des sujets où c'est hyper important, effectivement, le ressenti, quoi. On a Lord Sif qui, je pense, a connu tes premiers fanzines et qui nous dit que c'était Boom Headshot le titre. Oui, c'est ça. Bah, il a même participé, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui continuent, donc si tu avais un petit groupe, etc., est-ce qu'il y en a beaucoup qui continuent dans la voie du manga? Alors, dans ce groupe-là, euh, ils ont tous continué le dessin, ça c'est sûr. Pas forcément dans le manga. Bah, il y a Kali qui, pour le moment, est édité chez H2T, donc oui, elle, c'est sûr, c'est le mangaka. Sif, que vous voyez là, il est animateur, et les autres, globalement, ils ont fait Histoire de l'art, ils ont fait de la BD. Oui, non, en fait, on est tous restés assez artistiques. On parle du coup du fait que tu t'es mise au manga, que tu as adoré le média, etc. On parle beaucoup du fait que comment le manga est arrivé en France. Nous, c'est ce qu'on connaît ici. Mais comment il est arrivé en Belgique le manga? Nous, en France, on a eu le Club Dorothée. Ensuite, on a eu Glénat qui a publié Akira, Dragon Ball. Mais comment justement il est arrivé en Belgique? Alors, le Club Dorothée, on pouvait le voir aussi de chez nous. On a les postes français. Mais c'est pas de ma génération. Moi, j'ai pas regardé Club Dorothée. Je suis arrivée au moment où il y avait des rediffusions de Dragon Ball, Digimon, comme je disais, etc. Donc c'était la génération juste après. Par contre, en manga papier, effectivement, c'était Glénat, mais j'ai pas eu Akira, personnellement. J'ai eu directement Dragon Ball en tout petit format, en format, je crois, 30 ou 50 pages, imprimé à l'arrache et traduit à l'arrache. Ouais, je crois qu'on a tous vu celui-là. Voilà. Mais donc, je pense que c'était relativement pareil en France qu'en Belgique, sauf que c'est arrivé plus tard chez nous. Je pense qu'ils ont d'abord testé le marché français, en vrai. D'ailleurs, marché qui est devenu, enfin on en parle souvent, mais deuxième marché pour le manga dans le monde. Mais justement, c'était pour ça que je voulais te poser la question, parce que finalement, quand on parle un peu de la réussite du manga en France, on oublie un peu de parler de la réussite du manga en francophonie, finalement, tous les pays qui parlent français, quoi. Oui, et pourtant, je pense que les chiffres sont les mêmes, dans le sens où les éditeurs de Glénat, ils vendent autant en Belgique qu'en France. Et a priori, faut peut-être l'association. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des titres qui passent pas la frontière, quoi. C'est ce que nous dit Monkey. On a eu, c'est arrivé en même temps. On a eu la même diffusion de Akira sur grand écran avant la sortie française. Ah, J'ai du voilà. Glénat aussi au Canada, nous dit Raton. Bon, bah, super. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je voulais parler parce qu'on oublie un peu les autres pays francophones qui finalement ont connu le même essor et le même succès du manga. Mhm. Oui, oui, en fait, il y a un succès de malade. Faut pas se voiler la face. Il y a Emu qui nous demande, il lui semble que tu es prof d'anglais et est-ce que c'est vrai? Et si oui, comment t'organises ton travail avec le manga? Alors, j'étais prof d'anglais, donc j'ai eu la formation, j'ai enseigné, et finalement, je suis partie sur l'idée que je voulais devenir artiste à temps plein. Donc, j'ai lâché le taf et je me suis lancée en tant qu'artiste. Donc, je ne travaille pas du tout en tant que prof d'anglais ou de néerlandais parce qu'en Belgique, c'est la deuxième langue et je l'enseigne aussi. Voilà, mais c'est une bonne option en cas de problème financier parce qu'on en manque et du coup, j'ai pas ce stress-là de me retrouver sans le sou si j'ai des soucis. Tu as déjà une expérience, tu as déjà des diplômes, etc. derrière, quoi. Exactement, oui. Mais pour reparler un peu
de la Belgique. J'ai l'impression, enfin j'ai vu un reportage dernièrement sur le journal Spirou, et j'ai l'impression que vous avez une culture de la BD qui est quand même restée plus importante que chez nous, dans le sens où chez nous on a beaucoup moins de lecteurs des magazines de BD où il y a de la prépublication dedans, alors que chez vous c'est quand même plus une institution, j'ai l'impression. C'est vrai que Spirou, ça existe depuis, je sais pas, des années, et j'ai toujours connu en fait. Et ça a pas l'air de faiblir, donc je suis plutôt contente pour eux. Mais non, je crois que ce sont les seuls à faire ça. De toute façon, la bande dessinée, oui, c'est un peu un trésor national ici. Ouais. Donc je pense qu'il y aura quand même toujours des amateurs. Mais, euh, mais oui, ce magazine-là, il est très impressionnant parce qu'il a toujours réussi à se renouveler, il faut croire. Maintenant, je sais que depuis, il veut se lancer dans le manga aussi, ce qui est pas bête en soi. Et, euh, et voilà, non, la bande dessinée, je pense que ça reste un patrimoine presque, hein. Est-ce que Génération Y, tu as commencé à le publier, c'était directement sur Internet, c'est ça? Oui, je me suis forcée parce que déjà j'avais publié deux, trois autres œuvres, donc j'avais plutôt l'habitude du rythme. Et surtout, je savais que si je publiais, j'avais une sorte de responsabilité de le terminer, quoi. Ouais, ça t'a ajouté finalement de la rigueur parce que tu t'es dit, il y a des gens qui vont lire. Oui, 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 oui. Ok. Et d'où le rythme de 2 à 5 planches par semaine. Ouais, ouais, je pense que si on veut être présent sur Internet, il faut être régulier. Et après, le nombre de pages, ça fluctuait, mais être régulier et faire en sorte que ton lecteur t'oublie pas, ça, pour moi, c'était important. Et j'ai vu aussi, alors tu as déjà donné des interviews, j'ai vu que pour toi le retour des lecteurs, avoir les commentaires des lecteurs, leur ressenti sur ton œuvre, c'était quelque chose de très important pour toi? C'est ce qui est le plus important pour moi. Si je fais de la bande dessinée, bon, c'est avant tout pour raconter des histoires, mais c'est surtout pour toucher des gens. Et, euh, et voilà, c'est un de mes plus gros problèmes, c'est que je pourrais distribuer mes mangas gratuitement si j'avais pas besoin de manger, parce que mon but c'est vraiment de communiquer, de rencontrer des gens, oui, de communiquer avec eux et d'avoir leur retour avant tout, quoi. Finalement, tu racontes tes histoires, tu fais du manga pour les lecteurs directement, en fait. Les deux. Bah déjà, je pense que quand on est artiste, on a toujours un ego assez surdéveloppé, donc on est content quand ça plaît. Je vais pas mentir là-dessus. Mais aussi, voilà, je cherchais un peu comment impacter le plus de gens possible positivement. Je pense que tout être humain a envie de ça. Et moi, mon choix, ça a été de faire du manga parce que ça touche à une population je sais pas moi, de 10 à 50 ans et que la communication est peut-être plus facile que derrière un banc d'école, quoi. Il y a Charles qui nous demande comment tu gères la critique. Alors, j'ai beaucoup de chance, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a critiqué, parfois avec pas beaucoup de pédagogie, mais à chaque fois qu'on m'a critiqué, on visait quelque chose de juste. Donc on m'a dit, pendant des années, on m'a dit que mes décors, c'était une catastrophe, que j'en faisais pas assez, etc. Et j'avais beau grogner, je savais au fond de moi que oui, effectivement, les décors, c'était quelque chose que je fouillais le plus possible. Donc à chaque fois, j'ai su prendre le recul nécessaire pour pas le prendre mal, mais pour dire, bah, effectivement, ils ont le droit de le dire parce que c'est effectivement enfin, t'es une planquée du décor, faut pas te voiler la face. Et du coup, ça m'a permis de m'améliorer. Des critiques non constructives, des critiques juste pour critiquer, j'en ai jamais eu. Jusqu'ici, je croise les doigts. Et, euh, et je pense que c'est important de pouvoir prendre du recul. Et voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui par exemple, que tu connais pas du tout, qui ont participé à ta campagne Ulule ou qui t'achètent directement un manga et qui t'envoient tout de suite après l'avoir lu leur ressenti? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Bah, déjà parce que c'est devenu assez courant sur Instagram ou sur YouTube et autres de faire des critiques de lecture. Donc là, j'ai eu des bonnes surprises. Et, euh, et oui, oui, ça se fait, ça se fait. Donc pour toi, la critique, elle t'a toujours permis d'avancer, t'as toujours vu quelque chose de vrai dans les critiques des gens, quoi. Jusqu'ici, oui. Ouais. Et comment tu conseillerais un jeune auteur qui justement reçoit des critiques parce que forcément c'est sa première œuvre, c'est sa deuxième œuvre, il y a des choses qui font des défauts, c'est normal. Comment tu le conseillerais à gérer la critique? Alors, je lui conseillerais de jamais répondre à chaud, déjà, parce que quand on te critique, tu peux pas le prendre bien. Euh, je pense que je pense qu'il y a vraiment ces quelques secondes où tu vas détester le monde et que tu vas détester la personne qui te met le nez dans tes problèmes. Donc, ne réponds pas à chaud, prends le temps de réfléchir. T'es même pas obligé de répondre du tout, hein, franchement, si ça te va comme ça, ne fais rien. Réfléchis-y et réfléchis aussi à ce que ça peut t'apporter. Si c'est constructif, t'en tireras quelque chose.
Si c'est pas constructif, jette-le à la poubelle, il y a que toi qui sais. Voilà. Je pense que c'est la seule solution pour rester sain dans ce monde. Surtout qu'on est forcément, enfin, on publie sur Internet, donc on est forcément. Les gens considèrent que quand tu publies sur Internet, tu leur donnes la liberté de donner leur avis. Faut le savoir aussi. Mais en général, il y a plus de bien que de mal qui revient. J'en profite pour les viewers qui lisent des mangas amateurs sur les plateformes comme Mangadraft ou d'autres. N'hésitez pas quand vous êtes en train de lire à liker les pages. Souvent il y a des boutons j'aime. N'hésitez pas, ça fait très plaisir déjà pour le référencement, mais ensuite pour l'auteur, savoir qu'il y a des gens qui sont passés sur son manga, qui l'ont lu. Et puis n'hésitez pas à faire un petit commentaire à la fin si vous avez aimé pour que l'auteur le sache et puisse avancer ensuite. Ouais, c'est une vraie bouffée d'air frais. Il y a toujours des moments où, quand on fait un long projet, on s'essouffle. Et c'est à ce moment-là que les commentaires des lecteurs est le plus important, en fait. Ils font du bien. Ouais, Après, comme tu te disais, l'important c'est de trouver quelque chose de constructif dans la critique. Et si l'auteur même juge qu'il n'y a rien de constructif, bah on prend rien et on passe à la suite, quoi. C'est pas c'est grave. ça. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans l'idéal, ce serait bien ça. Je pense qu'on a toujours envie, mais enfin, moi personnellement, quand je vois un travail et que je vois un défaut qui me saute à l'œil, j'ai presque automatiquement envie de dire hey, super gars, mais franchement fais gaffe à tes mains, ou franchement fais gaffe, parce qu'il me manquerait que ça pour que ça s'améliore, et c'est peut-être mon côté prof, mais j'ai envie. Après, je ne le fais pas, je l'ai fait. J'ai pas eu forcément toujours des bonnes réactions en face que je comprenais pas forcément, mais avec le recul, je me dis mais ces gens-là, ils t'ont rien demandé. Ça se trouve, ils veulent juste partager comme ça, juste communiquer. Et du coup, maintenant, à chaque fois, je demande à la personne s'il veut entendre un avis plus technique. Ouais, Donc, finalement, c'est un peu la peur de la forme ou de la pédagogie que ça va amener derrière avec la personne en fonction de sa réaction, quoi. bah exactement, tout le monde n'a pas envie quand tu postes sur internet de commencer à dire oui, mais t'as vu, ton index il est plus long que ton major. Enfin, on s'en fiche quoi, tu vois. Enfin, il faut parfois un petit peu savoir lâcher du lest et profiter de ce qu'on nous offre aussi, parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là, ils nous offrent gratuitement du contenu qui nous divertit et qui nous fait plaisir, quoi. Mais du coup, je pense, n'hésitez pas, s'il y a des auteurs là, qui font des projets amateurs, n'hésitez pas à dire que vous acceptez la critique ou demander des critiques directement pour vous améliorer, quoi. Ah ouais, là on apprend énormément rien qu'avec ça. Les gens ont un œil objectif et moi pendant des années je dessinais par exemple, je sais pas moi, des nez qui étaient énormes par rapport à mes personnages. Il a suffi qu'une personne me le dise et j'ai amélioré ça, voilà. C'est comme ça qu'on évolue. Ça venait peut-être de la franco-belge, ça, l'aîné, un peu. Peut-être oui, ça a duré un moment. Hein. Et maintenant quand je vois mes anciens dessins, je vois des couronnés partout, c'est voilà. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, tu as arrêté de travailler. Tu as laissé ton ancien travail pour justement te mettre à 100% sur ton manga. Oui. Est-ce que grâce au Ulule, là, c'est tout frais, mars 2020, enfin, c'est tout frais. Ça fait presque un an maintenant, mais est-ce que ça t'a permis, la réussite de la campagne, est-ce que ça te permet quand même de vivre un petit peu avec ton Tipeee à côté? Non, 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 non. En fait, je donne cours de dessin, je fais des commissions, j'ai fait du manga de commande aussi pendant un moment. D'accord. Le Ulule, il a surtout servi à ce que je puisse payer la qualité d'impression, les envois qui coûtent quand même extrêmement cher. Le but c'était de ne pas perdre d'argent, ce qui a été le cas. Bon après je dis pas, j'ai peut-être pu mettre 100, 200 euros de côté, mais c'est pour les projets à côté aussi. Donc je réinvestis tout ce que je gagne Ouais. euh, pour, euh, pour faire de la qualité en fait. Puis il faut le dire, il y a aussi du matériel à acheter quand on est auteur. J'ai l'avantage de travailler sur la tablette graphique, donc il a fallu l'acheter une seule fois, ça c'est Ouais. cool. Mais oui, oui, tout à fait, il faut penser à ça aussi. Et bon, bah, quand on est auteur, on travaille de chez soi, donc c'est peut-être un peu bête de penser à ça, mais il faut penser à l'électricité, le gaz, la nourriture qu'on mange forcément chez nous plutôt que au travail et ce genre de choses. Et mine de rien, bah, c'est un budget aussi qui est différent que quand on travaille dans un bureau, quoi. Et est-ce qu'avec la campagne du tome 2, puisque tu es déjà sur le tome 2, est-ce que t'envisages de faire comme William et Mimo de Dom, d'exploser les records et de pouvoir gagner beaucoup d'argent avec pour ensuite en vivre un petit peu? Ouais, le Ulule pour moi c'est un challenge à chaque fois, donc je serais pas très joueuse si je demandais exactement le même montant parce que a priori, en tout cas j'espère,
j'arriverai au même résultat. Donc maintenant, ce que je vais demander plus, je vais pas non plus demander des 1000 et des 100, je vais demander plus et essayer de remplir plus de cases dans mes attentes financières. Entre autres, me payer peut-être, ça pourrait être très intéressant, ne fût-ce qu'un peu. Ouais, parce que là, comme tu disais, faire des mangas de commandes, faire des commissions, donner des cours, etc., c'est finalement autant de temps que tu peux pas mettre sur ton manga. Exactement, ouais, exactement. Bon, c'est indispensable pour le moment, mais c'est des choses qui vont partir petit à petit. Sauf donner cours, je pense, parce que j'aime vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces cours-là? Est-ce que tu le fais pour une ville? Est-ce que tu les fais en ligne? Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est pour une ville. C'est un centre culturel. C'est l'équivalent d'une médiathèque chez vous, je pense. Donc, c'est un centre culturel pour enfants, voilà, qui sont en manque d'activités, qui n'ont pas forcément beaucoup de sous pour faire des activités lucratives. Euh, je donne cours là-bas tous les mercredis, 2h30 par semaine, normalement. En temps de pandémie, ça s'est arrêté. Et je donne surtout cours techniques, rien qu'en manga. Donc je ne vais pas non plus leur apprendre des techniques de perspective à 3 points. Voilà. Je vais rester assez proche de ce qu'ils vont devoir utiliser en manga en débutant. Je leur donne cours de narration, on fait des jeux pour développer l'imagination, etc. Et puis on parle de l'actualité des mangas. Et ça a son petit succès. Donc j'ai 2 classes. Est-ce que tu as déjà des élèves qui ont déjà publié des choses, par exemple? Non, ce sont des élèves qui ont entre 9 et 14 ans. Ah oui. Alors, moi, j'adorerais, hein, mais ça me frustrerait un petit peu s'ils étaient publiés avant moi. Mais non, non, en fait, ils ont énormément de talent. Il y en a qui sont en train de se développer sur Internet, et il y en a qui me surprennent par leur talent et surtout par l'envie d'y arriver. Et franchement, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir parce ils ont des réflexions qui changent un peu de ce qu'on peut voir tous les jours dans les mangas, et donc ça promet du changement, quoi. Bientôt, on aura des mangas, alors avec sur la couverture, il y aura une petite étiquette propulsée par Ryan Luna. Ah ouais, j'adorerais. C'est une fierté. Il y a Emu qui nous demande, mais je pense que tu as à peu près répondu. Est-ce que tu vis de tes activités artistiques? Est-ce que tu arrives Oui, à te dégager un salaire? Ouais. oui, oui, oui. Depuis, ça va faire 3 ans maintenant. 3 ans, d'accord. Mhm. Tu as choisi l'auto-édition pour Génération Y, mais je sais que tu travailles sur quelque chose d'autre qui se dirigerait plus vers l'édition classique. Donc maintenant, on peut répondre à la question d'Emu. Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais faire un dossier pour une maison d'édition classique? Oui, du coup. Génération Y, je tenais vraiment à faire de l'auto-édition parce que je veux être totalement libre de partager les sujets que je veux partager. Et on l'a pas entamé tout à l'heure, mais si j'ai mis un avertissement, c'est parce que ça va pas seulement parler d'harcèlement, mais ça va parler d'addiction à l'alcool, à la drogue, des violences physiques et autres. Et je sais qu'il y a beaucoup d'éditions qui vont être un peu réfractaires par rapport à ça, ou en tout cas vont pas vouloir le narrer de cette façon-là, ce que je comprends. Ouais, t'avais peur d'être fermé en fait. Exactement. J'avais peur qu'on me dise il faut plus de ça, il faut moins de ça. Moi, je veux vraiment être libre de partager tous les sujets que je veux. Après, j'ai d'autres projets qui, eux, sont plus public friendly, on va dire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas travailler dans l'édition, parce que mon rêve depuis toute petite, c'est quand même d'être édité. Même si l'auto-édition, c'est très satisfaisant, j'aime beaucoup. Être édité, ça reste un projet de vie, donc je tente. C'est vrai que le fait de rajouter un petit avertissement pour tout ça, pour toutes ces questions d'harcèlement, d'addiction, etc., peut-être que les maisons d'édition seraient un peu frileuses, effectivement, et se diraient, bah, ça va faire gagner moins d'argent, tout simplement, ça va moins se vendre. Mais finalement, tu prouves le contraire, puisque la campagne a bien fonctionné. Oui, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont... Pour le moment, j'ai commencé plutôt gentiment, entre guillemets. Les thèmes vont être parfois très très sombres et je vais faire très très attention de ne pas éveiller des traumatismes chez les gens non plus parce que c'est pas le but. Mais oui, c'est assez délicat. Le but étant d'ouvrir des débats et surtout pas de provoquer juste pour provoquer. Et c'est la nuance que les maisons d'édition peuvent peut-être ne pas comprendre a priori. Et est-ce que t'as pas peur justement, enfin je sais pas, peut-être que ça t'est sûrement déjà arrivé, qu'il y ait quelqu'un qui passe par exemple dans une convention devant ton stand et qui se dise ah c'est du manga, tiens je vais l'acheter pour mon fils ou ma fille de 8 ou 9 ans et comment tu réagis?
Ils me demandent en général, quand je vois que c'est un enfant, c'est moi qui prend la parole en première. Sinon, la plupart du temps, les parents vont dire, oui, vous pensez que mon enfant de 7 ans va pouvoir le lire. Et là, je leur explique la situation en disant que faudrait peut-être attendre encore 4-5 ans, question qu'il sache avoir du recul et qu'il ait un peu plus d'expérience dans le domaine. Même si je considère que, allez, de nos jours, les enfants de 7 ans, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux aussi, hein, donc pas se voiler la face, ça pourrait leur être utile. Mais je voudrais pas, je veux pas mentir sur la marchandise, je veux pas vendre pour vendre, donc je préviens, c'est sûr. Achetez-le, mais laissez-le de côté. Voilà, à la Le limite. temps qu'il trouve. C'est comme un bon vin. Mettez-vous un rappel sur votre téléphone pour que dans 5 ans vous me contactiez, quoi. En plus, maintenant, il y a la fonctionnalité sur les adresses mail. On peut s'envoyer à soi-même des mails dans 5 ans, 10 ans. Oui, c'est génial ça. Voilà. On va penser à créer des rappels à Yamuna. Je pense que dès qu'ils rentrent au collège, ils peuvent lire mon manga. Puis de toute façon, ils seront forcément amenés à avoir de la violence ou que ce soit dans les médias, dans leur consommation culturelle, les films et les séries, etc. Mais Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. comme tu disais, faut pas se voiler la face non plus. C'est ça. Oui, donc actuellement, je suis en train d'envoyer des dossiers d'édition et sur un projet beaucoup plus léger et voilà, et j'espère que ça fonctionne. Ah, tiens, Emu qui demande finalement. Alors là, il nous renvoie un peu aux éditions classiques où elles aiment bien avoir un public cible. Mhm. Il te demande quel est le public que tu vises en particulier avec Génération Y. Alors clairement, les adolescents, c'est les premiers que je vise, mais surtout, enfin aussi leurs parents, parce que je suis encore étonnée du nombre de personnes qui savent pas ce qu'implique de mettre leur enfant de 10 ans devant TikTok ou devant YouTube sans supervision. Et voilà, donc j'aimerais bien que les parents le lisent aussi pour qu'ils se rendent compte du quotidien que les enfants ont et sont confrontés, quoi. Donc voilà, donc je dirais entre 10 et, comme j'avais dit tout à l'heure, 50 ans ou 60 ans, il n'y a aucun souci. Finalement, c'est un manga. Encore une fois, enfin, je vous invite à lire les deux premiers chapitres qui sont sur Draft parce il est pas moralisateur. Mais encore une fois, je pense que c'est un manga, comme tu dis, qui peut autant éduquer les ados qui ont l'âge des protagonistes que les parents, en fait. J'espère, j'aimerais bien. J'ai j'ai encore régulièrement des discussions d'enfants justement dans mon cours qui ont TikTok et puis quand on parle de sujets quotidiens, ils connaissent pas des termes de base comme la pédophilie. Donc personne leur en a parlé, par exemple. Et ça, je trouve ça totalement aberrant de croire naïvement qu'ils vont être protégés de ça automatiquement. Est-ce que tu as des élèves qui ont lu Génération Y et qu'est-ce qu'ils en ont pensé s'il y en a? Quand ils ont su que mon manga sortait, ils ont été super adorables. Ils me l'ont tous acheté. Il n'y en a pas un seul qui ne l'a pas acheté. Et j'ai eu que des bons retours. Après, bon, je suis leur prof, hein. Mais j'ai eu que des bons retours. Après, c'est typiquement leur âge. Et je pense que ça a marché pour eux. Donc j'étais d'autant plus contente. Question de Charles, qui sont tes mangakas français préférés et pourquoi c'est Tony Valente? Bah, c'est Tony Valente. Non, en vérité, au niveau shonen, oui, c'est Tony Valente. J'aime beaucoup Nicolas David aussi. Mais mon mangaka préféré, c'est Kali. Je sais pas si elle est encore là sur le chat, mais je la kiffe. Et pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, personnellement, parce qu'on on a évolué ensemble. C'est avec elle que j'ai fait mes fanzines. Et que suivre son parcours, ça a été juste génial, motivant et tout ce qu'il faut. Mais en plus parce qu'elle a aussi cette sensibilité, cette subtilité que je retrouve pas dans tous les mangas et qui pour moi me manque. Et je pense qu'on est on est assez proche par rapport aux valeurs qu'on veut transmettre. Donc je me reconnais pas mal dans ces mangas. J'aimerais parler d'une chose qui chez toi est très importante, c'est que tu disais une fois que la passion c'est bien, mais que la détermination c'est le plus important et t'amener ça avec la notion d'erreur. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je pense que beaucoup de gens ont du talent, énormément de gens ont du talent, et à côté de ça, travaillent beaucoup pour travailler le style, pour avoir vraiment quelque chose qui les démarque. Mais peu de gens tiennent sur la longueur pour y arriver en fait. Et je crois que c'est une condition indispensable, c'est de tenir sur la longueur, c'est de pas avoir de succès au début et de pas trouver ça grave, de continuer quand même.
c'est d'avoir des noms aussi, si on veut absolument être chez un éditeur. On s'en prend plein la tronche tous les jours, on a des refus tous les jours, parfois pas argumentés. Et en fait, ce qui fonctionne au final, je pense que c'est de se relever, de prendre en compte les critiques quand on en a eu et d'essayer de voir au travers quand on n'en a pas eu et de recommencer en fait. Toujours, toujours. Parce qu'il y a des gens talentueux qui n'y arrivent pas simplement parce qu'ils arrêtent et il y a des gens qui y arrivent simplement parce qu'ils sont tenus bons, quoi. Donc finalement, c'est la persévérance, quoi. C'est la persévérance. Pour moi, c'est une condition presque, non, plus importante que le talent, je pense, en édition. Ça me fait penser à une petite histoire que raconte Stephen King, l'auteur de romans, dans son roman qui doit s'appeler Écriture, mémoire d'un métier, si je me trompe pas, où il dit dedans que quand il a commencé à écrire des romans, il les avait envoyés à des maisons d'édition, et en fait, il recevait à chaque fois des refus. Et lui, ce qui l'a poussé à avancer finalement, c'est tous les refus qu'il recevait chez lui, il les accrochait sur son mur, en face de son bureau en fait. Et donc au début, il recevait juste des refus avec des lettres types, avec bonjour, votre projet ne convient pas à la politique éditoriale, merci, au revoir. Et ensuite, il disait qu'au fil des mois, au fil des années, il recevait des refus de plus en plus complets avec les maisons d'édition qui lui disaient tiens, il faut juste modifier ça, les descriptions, tiens, ce personnage-là, il faudrait peut-être l'améliorer, mais vous êtes proche de l'édition, etc. Et finalement, il en a mis plein, ça a couvert tout son mur, mais finalement, c'est ça qui lui a permis d'avancer, de voir sa progression. Et maintenant, il est l'auteur internationalement connu qu'il est, quoi. Oui, je pense qu'il a bien fait. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui ont eu énormément de refus et qui ont tenu bon, et c'est comme ça qu'on a des chefs-d'œuvre, quoi. En fait, le parcours d'un mangaka, c'est celui d'un héros shonen. Mais si je me trompe pas, il y a un petit shonen qui a été un tout petit peu publié, qui s'appelle Bakuman. Oui, pas du tout best-seller, non. qui prend ce fait-là, ouais, de faire un auteur de manga, un shonen, un héros de shonen. C'est comme un jeu où tu approches du boss final, c'est ça. Est-ce que l'édition c'est le boss final? Je ne sais pas. Non, le boss final c'est le public. Ouais. Après avoir été édité, je pense. Ouais, je pense que c'est très très bien dit comme ça. Bah après c'est comme tu disais tout à l'heure, des fois ne pas avoir de critique ou avoir ça va avec le même truc que d'avoir des refus complètement typés. Vous le voyez quand le refus est pas du tout personnalisé. Ouais. Je pense que ça peut déjà peut-être vous donner un premier signe et vous dire bah tiens, il faut plus travailler, il y a des points à améliorer, quoi. Et encore plus quand il n'y a pas du tout de retour, c'est peut-être là qu'il faut se dire bah faut que je m'améliore. Essayer de pas trop prendre les choses personnellement aussi, si on n'a pas de retour, voir si c'est pas une question de timing. Ouais, ou de communication, comme tu disais au début. Oui, tout à fait. Parce que souvent le public on l'a déjà, mais il est pas encore au courant qu'on est là. C'est Donc ça. il y a un gros travail à faire de ce côté-là, quoi. Ouais, je pense aussi. C'est fatigant, mais ça vaut le coup. Donc tu disais t'as fait une école d'art, mais tu es pas resté très longtemps. Euh, Est-ce que du coup toute ta formation elle est en autodidacte? Oui, on peut considérer ça, parce que ouais, en école d'art, c'est pas comme si j'étais très, très présente en plus, donc non. Oui, puis en plus le manga en école d'art c'est pas très bien considéré, si je me trompe Non, pas. et particulièrement en Belgique, où justement, comme on disait, le patrimoine de la BD est très très présent. Après mes études de prof, donc j'ai fait une année d'art dans une école de bande dessinée, et ils m'ont vu arriver avec des yeux immenses et avec des proportions type manga, et ils n'étaient pas forcément ouverts à ça. Je pense que ça a tendance à changer maintenant, mais à l'époque, non. On m'a clairement dit d'aller voir ailleurs, quoi. Je pense que ça va quand même beaucoup changer au vu il y a les chiffres de l'édition qui sont tombés là, dans ces dernières semaines. Et quand on voit, enfin, je sais pas pour la Belgique, mais en France, c'est complètement la folie avec l'augmentation de 20%, je crois, côté vente de manga, J'ai vu, ouais. qui dépasse complètement la bande dessinée et qui est première qui est premier, pardon, le manga sur la bande dessinée. Donc ça, à mon avis, ça va faire changer pas mal de choses aussi. Ouais. Je pense que ça a changé de mentalité, même si dans les écoles, tout ce qui est commercial est assez mal vu finalement, parce qu'on se dirige presque plus vers la BD d'auteur et des trucs comme ça. Donc ça dépend un peu. Mimo disait qu'il avait aussi fait une école d'art et que le manga, c'est peut-être pas du tout bien accepté. Il y a Espérance aussi, notre graphiste, qui a fait une école d'art et pareil, le manga était pas du tout bien vu.
Emu qui nous demande, il y a vraiment cette hiérarchisation des genres à ce point. Je peux te répondre que oui, parce que quand tu regardes justement les rapports de la BD annuels, ou quand tu regardes les grandes institutions, les regroupements d'éditions, etc., les institutions un peu qui font part des chiffres de la BD, souvent ils mettent le manga à part, ou ils le comptent pas dans leur pourcentage, pour pas montrer qu'en fait le manga c'est une BD sur 3 vendue, même sur 2 à mon avis, enfin voilà. C'est considéré comme un sous-genre encore maintenant, même si ça a tendance à s'améliorer, ouais. Mais je pense que ça va vite disparaître. Charles qui nous demande quel manga aurais-tu voulu écrire? Fruits Basket. C'est le manga qui m'a mis une claque, parce que au-delà d'une narration originale et bon, les dessins sont pas ouf au début, mais en fait ce qui est génial, c'est que chaque personnage a un background et qu'elle arrive à expliquer ce background de manière avec le plus d'émotions possible, le plus d'ambiance possible. Je crois que c'est un des seuls mangas devant lesquels j'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. Et psychologiquement, c'est très très intéressant. Ça parle d'exclusion, ça parle de solitude, et forcément, c'est proche de ce qui m'intéresse. Donc oui, si je devais avoir inventé un manga, j'aurais été terriblement fière d'inventer Fruits Basket. Si je me trompe pas, je crois que j'avais les DVD quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça parle bien de personnages qui sont liés à l'horoscope chinois et aux animaux. C'est ça, une malédiction où tous les personnages, quand ils sont serrés dans les bras par un sexe opposé, se retransforment en animaux du zodiaque. Par contre, l'animé ne met pas du tout honneur à toute la narration qu'il y a derrière. Et il s'arrête au tome 6 et il y en a 24, je pense. Ah oui. Et vraiment, si je peux te conseiller d'en lire un, lis-le, quoi. Il est terrible. Question du raton. Donc, en tant qu'autrice, comment es-tu capable d'arriver à travailler avec un scénariste, en tant que dessinatrice, pardon? Pour moi, il faut que le scénariste ait une histoire qui me plaise. Ça, c'est la base. Il faut que... Est-ce qu'il faut que le scénariste soit canadien? Non. J'ai travaillé avec une Française juste avant. Il faut que le scénario me plaise. Il faut qu'on me laisse la liberté. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui va improviser le jour où j'ouvre ma planche. Il y a une grosse part d'improvisation, même si forcément il y a du découpage de faits et tout. Donc, voilà, il faut que humainement ça passe bien, évidemment. Et voilà, globalement, faut vraiment qu'il y ait un petit coup de foudre qui se fasse, et ça s'est fait en l'occurrence pour le raton. D'ailleurs, votre manga, Les Chroniques de Carnois, si je dis pas de bêtises, a été, sera avec la plateforme French Mangaka. Mais oui, apparemment. non, mais oui, d'office, oui, on en a pas mal discuté, et on a pris cette liberté-là pour un petit peu alléger justement tout ce qui est administratif, communication et autres. D'accord. J'en profite pour les saluer parce qu'ils ont partagé, justement, ils ont fait la promo un peu de l'émission d'aujourd'hui. Donc je leur passe un petit coucou et encore un merci beaucoup. Kin qui nous demande quel est ton personnage préféré dans Fruits Basket? Alors, adolescente, je t'aurais dit Kyo, sans hésiter. Mais non, j'ai un petit crush sur Shigure, j'adorais Momiji aussi. Oh, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Tous. Oui, tous. Vous l'avez pas compris, mais c'est mon manga préféré, au fait. Hein. Si tu veux, on peut parler un petit peu plus du projet que tu as en commun avec le raton. Donc le raton qui scénarise le projet et toi au dessin. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est comme projet? De quoi ça va parler? Alors c'est un manga série longue. Ça s'appelle Les Chroniques de Carnois. Et ça va être publié sur plusieurs plateformes, dont Manga Draft. Je sais plus exactement le nombre de pages par semaine. L'histoire, ça raconte, c'est dans un monde médiéval. Ça raconte l'histoire d'une demoiselle qui veut devenir épéiste et qui est un petit peu refourguée à son rôle de femme, qui habituellement ne se lance pas dans les armes. Et on voit un petit peu l'évolution de cette demoiselle qui a un tempérament plus qu'énergique, on va dire. Donc on va jouer sur le rôle de la femme dans la société. Oui, ça va être quand même un récit d'aventure. Et bon, ça va être fun, ça va être énergique, ça va être un peu comme tous les mecs fans aiment. Mais il y aura quand même on reste quand même proche des problèmes de société, parce que c'est ça qui m'attire le plus. Et quand Raton m'en a parlé, je me suis dit, ouais, d'office, j'y vais, quoi. C'est marrant parce que du coup c'est un manga francophone avec une dessinatrice belge
et Ouais, un scénariste canadien. ce sera pas un manga français. Si on prend au milieu des deux, on tombe au milieu de l'Atlantique. Donc, Ah, un manga atlantique, c'est cool ça. vous allez lancer d'ailleurs, si je me trompe pas, pour ce projet, une page Tipeee. Oui, ce sera lancé en mars en même temps que les premières publications. Ok, donc là, vous avez une annonce, hein, les viewers. En mars, la page Tipeee avec le début du manga du raton et d'Ayaluna. Oui. Pour revenir sur un peu finalement les conseils aux jeunes auteurs, comme toi tu as appris en autodidacte, est-ce que tu as acheté des livres? Est-ce que tu as regardé des tutoriels? Comment tu as fait pour apprendre le manga finalement? Je suis pas sûre d'être l'exemple à suivre, mais ce que j'ai fait, c'était surtout de l'imitation au début. Donc reprendre des planches, les redessiner, créer des histoires annexes avec des personnages que j'aimais bien et qui vivaient pas assez l'histoire à mon goût. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Des tutoriels, j'en ai pas vu beaucoup. Des livres sur la technique, j'en ai pas beaucoup eu non plus. Et ma grosse lacune, jusqu'à encore maintenant, c'était la technique justement. La perspective, je l'ai appris il y a quelques années. Les règles de base d'anatomie, je les ai apprises telles quelles il y a quelques années. Je faisais à l'œil et donc j'avais forcément des erreurs. Mais maintenant que j'ai appris la technique dessus, je pense que mon dessin est un peu plus maîtrisé. Donc c'est quand même utile de les apprendre. J'aurais aimé les apprendre plus tôt, je pense. Mais voilà, je l'ai pas fait. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à travailler de ce côté-là pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer dans le manga, Alors, je sais qu'il y a la plateforme Manga Coaching, qui est une Oui, plateforme en lien avec Draft qui fait oui. des conseils, etc. Mais est-ce que tu penses que, je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre? Qu'est-ce que toi, tu aurais eu besoin d'apprendre au tout début pour aller plus vite, peut-être, dans ta progression? Oui, c'est surtout pour aller plus vite que c'est intéressant d'apprendre la technique. Je pense principalement à la perspective, positionner le personnage dans un décor. Ça, c'est hyper important dans le manga parce que le décor doit être simple, efficace, et parfois il doit en jeter plus que, plus que le personnage en lui-même. Donc il faut savoir doser, et pour ça, il faut savoir le maîtriser et le voir dans plusieurs angles différents. Moi, si j'étais jeune auteur, je pense que je me concentrerais énormément sur la perspective et sur le dynamisme, les lignes de force et le fait que l'anatomie ne doive pas être trop pourrie en mouvement, parce que ça sort directement le lecteur du récit et c'est vraiment dommage, quoi. Est-ce que toi, tu en parles donc avec tes élèves qui sont quand même très jeunes? Est-ce que t'amènes déjà ces notions-là? J'ai commencé en étant plutôt douce, pour pas les faire fuir, hein. Donc je leur ai fait faire des planches de narration. En fait, je leur ai fait aller jusqu'à leurs limites. Et puis ils m'ont demandé, oh, comment est-ce que je fais une salle de classe, oh, comment est-ce qu'on comprend qu'il est dans une forêt, etc. Donc la demande est venue d'eux. Et à partir du moment où j'ai eu assez de personnes qui commençaient à être frustrées parce qu'ils étaient limités par leur non technique justement, là j'ai sorti la tiraille en grande héroïne et j'ai fait, mais je vais vous expliquer, les enfants c'est super simple. Et ils étaient hyper attentifs du coup. Ils avaient vraiment envie d'apprendre Ah bah oui. les secrets. Ils ont voulu apprendre les secrets, ils les ont mis en application et ils ont vu le résultat très très vite. Du coup, ils ont vu toutes les opportunités que ça leur laissait et ça c'est génial. Et est-ce que c'est comme le vélo? Est-ce qu'une fois qu'on a appris, on l'a pour toute la vie? La base, oui, je pense. Après, l'œil voit plus facilement les erreurs quand on est toujours dedans. Quand on travaille beaucoup, on finit par voir quand quelque chose cloche, que quand on le fait une fois tous les 6 mois, on n'a peut-être pas le même œil. Mais la base, oui, pour vérifier la perspective, il n'y a pas 36 000 solutions. Ça peut être un petit peu pénible pour nous, les artistes, qui ne sommes pas du tout des matheux ou quoi que ce soit. Enfin, si, il y en a peut-être, mais moi, en l'occurrence, pas du tout. Donc c'est peut-être un exercice, mais une fois qu'on sait comment on fait, ça devient un automatisme et c'est du pur plaisir, quoi. Est-ce que tes profs t'appellent Ayaluna ou par ton vrai nom? Non, je n'aime pas mon prénom, donc je leur ai directement dit de m'appeler Aya. De toute façon, en général, quand je suis dans le mood artistique, je me reconnais que par ce pseudo, parce que je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Et voilà. Du coup, ben, s'ils m'appellent autrement, je leur tape dessus. Et je pense que c'est une sorte de protection que j'ai aussi. J'ai pas deux personnalités, mais j'ai deux univers et je les mélange pas. Justement, en parlant de cours, on voit de plus en plus les auteurs se mettre à Twitch, par exemple,
pour avancer sur leur manga tout simplement, ou comme je crois que Jero est en train de le faire actuellement. Ne quittez pas le live, hein, mais, mais Zut, on n'est plus que deux. je crois qu'il est en train de le faire actuellement. Il prend des après-midi ou sur Twitch, il montre aux gens comment ça marche en dessin, l'anatomie, les proportions, la perspective, comme tu disais. Est-ce Ouais. que toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait de passer sur une plateforme comme ça? Est-ce que tu le fais déjà ou est-ce que c'est quelque chose que tu serais amené à faire? Je le fais pas encore. Je pense qu'un jour je le ferai. Déjà parce que niveau communication, c'est très très bien. Et en plus, ben, ça fait partie de toutes mes valeurs, de la générosité, de partager, d'avoir des retours, etc. Donc ça coïncide avec tout ce que je veux faire. Et globalement, quand je me sentirai plus à l'aise, je le ferai, je pense. Et en plus, si je peux me permettre, ça peut rapporter un petit peu une aide un peu financière si les gens commencent à s'abonner, etc. Bon, écoute, on va pas cracher dessus, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Keep on Dream qui est affiliée. Voilà. Au niveau du scénario, parce qu'on parle beaucoup du dessin, mais on le disait tout à l'heure aussi, le manga, c'est beaucoup la narration, hein, c'est un art séquentiel et narratif. Est-ce que du coup, toi, tu en parles aussi à tes élèves? Oui, c'est le principal pour moi. Je leur fais faire des petites scènes, je leur fais des petits gags. J'essaie de voir qui est plutôt porté sur l'humour ou sur le drame et des trucs comme ça. Donc j'essaie de pousser dans le paroxysme leur attirance déjà. Et oui, en fait, j'essaie de les faire lire aussi par d'autres élèves qui ont parfois pas tous le même âge pour voir si la compréhension passe bien pour tout le monde. Donc oui, pour moi, la narration, c'est le truc le plus important. On avait d'ailleurs, je crois que c'est Anémine tout à l'heure, mais je suis pas sûr qu'il disait dans le chat que une bonne histoire avec un mauvais dessin, ça passait toujours, alors que l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Oui, je pense. Je pense que c'est peut-être difficile à convaincre au début, parce que les gens vont s'arrêter au dessin, forcément au début. Mais quand le bouche à oreille a commencé, il suffit d'en convaincre 20 qui en parlent, et puis ainsi de suite. Je pense que le dessin, c'est pas forcément quelque chose qui va rebuter les gens. Et si l'histoire en vaut vraiment la peine, ils vont passer outre. Mais par contre, pour se faire connaître au début, c'est chaud quand on n'a pas quand on n'a pas le niveau. Question d'Emou, quel est ton avis sur les écoles de manga, notamment en France, style Eima, Eurasiam, etc. Alors là, euh, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Je les ai pas côtoyés, je connais pas leur programme, etc. Mais moi, il me semble que si on veut avancer plus vite, ça peut aider parce que justement, on va apprendre les techniques de base, les perspectives et autres, donc on peut avancer plus vite, mais que tout le travail doit venir de soi-même. Ça, c'est une évidence. Je pense pas que à la sortie de l'EIMA ou à la sortie de l'Eurasium, on devienne auteur et on soit parfait. Donc il faut travailler à côté, il faut faire ses expériences, il faut trouver son style. Et ça, ils vont pas le faire pour vous. Voilà, des cours techniques, ok, je suis pour, mais n'espérez pas qu'à la sortie, on vous supplie d'accepter un contrat d'édition, quoi. C'est ce que les gens vont mettre finalement dans leur formation. Il n'y a pas que la formation, c'est toute la motivation, la détermination qu'ils vont mettre dans la formation, quoi, pour la suite. Exactement, exactement. Et je pense que tu soulèves un point important, c'est que souvent les gens pensent que c'est comme pour un métier classique, c'est-à-dire qu'on va faire 3 ans, 4 ans de formation, à la fin on a le diplôme, ça veut dire qu'on peut pratiquer le métier. Sauf que dans le manga, il y a une grosse différence, c'est que il n'y a pas de demande on n'attend pas les œuvres des gens, enfin les maisons d'édition n'attendent pas les œuvres, donc c'est aux auteurs directement de proposer les œuvres. Et si elles sont pas acceptées, bah tant qu'elles sont pas acceptées, on peut pas faire le métier et on n'est pas payé pour le faire, quoi. Donc c'est pas au bout enfin comme tu le disais, quoi, c'est pas parce que vous avez fait une formation d'une école manga que à la sortie vous êtes mangaka, auteur de manga. Non, faut aussi avoir son dossier qui est accepté par une maison d'édition ou avoir suffisamment de gens qui vous suivent pour être en auto-édition, quoi. Oui, je pense que c'est par rapport à tous les métiers artistiques au final, parce que je pense animateur, etc., il faut faire ses preuves aussi. Illustrateur, il faut faire un book. Enfin, voilà, je pense que tout est lié au fait qu'il faille montrer qu'on est capable non seulement d'avoir du talent et de parler aux gens, mais aussi de savoir tenir des délais, parce que c'est loin d'être gagné. Donc d'être rigoureux, et voilà, ça demande quand même une grosse partie de travail personnel, et il faut faire ses preuves, quoi. Raph qui nous dit d'où l'auto-édition, mais c'est tout autant complexe, c'est clair. Comme tu le disais Aya tout à l'heure, faut tout gérer de A à Z, en partant de la communication et en finissant par les envois.
Ça a des avantages et des inconvénients parce que effectivement, t'as pas le problème des pourcentages qui partent chez les diffuseurs, chez les auteurs, si, chez les auteurs, si, chez les éditeurs, etc. Mais par contre, oui, c'est toi qui dois passer les appels, c'est toi qui dois prendre ta voiture avec tes caisses et aller les chercher, faire le suivi, faire l'impression, faire les envois postaux. Ça demande énormément de boulot et forcément, ben, ce sont des métiers à part entière qu'on fait. Donc, je pense que je touche moins de gens que si j'avais été édité, simplement parce que je perds du temps à faire tout ce qui est administration à côté aussi. C'est comme faire une école de joueurs pro, e-sport, non, t'apprends le savoir, mais il faut le travail et l'ambition. Oui, après, enfin, il y a aussi une part de chance, mais il y a finalement ce que la personne va mettre elle-même dans sa formation et à quoi ça va lui servir derrière. Une formation, ça suffit pas. Enfin, je pense que tous les formateurs le disent, hein. Je pense, ouais. Et la chance, mine de rien? Je me disais que la chance, ça pouvait aussi se provoquer par rapport à des études de marché ou des trucs comme ça, où on peut se dire, j'ai un concept, est-ce que c'est un concept qui est pas en avance sur son temps ou qui n'a pas déjà été vu et revu? Et je pense que c'est une réflexion à avoir aussi quand on propose un projet en audition. Ils en parlent dans Bakuman, il me semble, les deux types d'auteurs, ceux qui vont sortir une histoire que les gens demandent et ceux qui vont faire leur histoire et espérer que ça marche. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec le terme de talent qui finalement veut un peu tout et rien dire, quoi. Mhm. Moi, j'aime bien parler de talent parce que c'est pas un don. Et le don, je suis pas super fan du terme. Le talent, c'est vraiment c'est la motivation, l'amour de l'art et la résistance sur le temps et sur la critique en fait. Tout ça, pour moi, ça se mélange et ça fait le talent. Et c'est pas que inné, c'est aussi de la régularité, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, de la discipline, de la régularité et du courage, beaucoup de courage. L'astuce serait pas de les vendre plus cher. Alors je sais pas de quoi tu parles, le raton, si tu parles des mangas ou des livres. Mais si plus tu veux gagner de l'argent sur un produit, plus tu le vends plus cher. Mais après, il faut se mettre aussi au marché, quoi, aux valeurs du marché. Mm. Oui, pareil, le 8,50 € pour 240 pages. Je fais pas une énorme marge sur les ventes, mais je voulais répondre au marché et au prix général qu'on peut trouver en librairie. Donc voilà, c'est Finalement, important, je pense. 8,50 €, ça se rapproche. Ça se rapproche. Alors il me semble que c'est 7,99 €, quelque chose comme ça, sur les nouveaux mangas. Oui, mais il n'y a pas autant de pages, donc voilà, Il j'ai n'y a pas vraiment. beaucoup, ouais, il y a bien des fois une centaine de pages en moins, quoi. C'est ça, exactement. Il fallait pas non plus que je me saigne, mais il fallait rester logique parce que je suis personne, donc déjà il va falloir essayer de vendre malgré ça. Donc j'allais pas non plus vendre mon manga à 15 € quoi. Est-ce que sur les 240 pages de ton manga, il y a que des planches ou est-ce que tu as mis des fan art, des bonus, des choses comme ça? J'ai pas mis de fan art, j'ai mis des bonus entre deux chapitres par exemple, des petites blagues. Il y a la couverture de chapitre et à la fin j'ai mis les remerciements du LUL et j'ai mis toute une information, toute une flopée d'informations législatives ou légales, je sais pas trop, avec sur le harcèlement, sur comment on peut se défendre du harcèlement, qui est devenu un crime en France depuis quelques années maintenant. J'ai mis des numéros aussi pour pouvoir communiquer si on ne sait pas ou on ne veut pas communiquer avec ses proches. Je trouvais que c'était important d'avoir un suivi derrière, si les personnes avaient été touchées, d'avoir déjà une bribe de solution, en fait. D'ailleurs, la parole s'ouvre ces derniers mois, ces dernières années, là, c'est super bien, quoi. Ouais, c'est très très intéressant aussi de voir à quel point le fait de prendre la parole change les choses jusque dans les livres de loi, quoi. Je sais pas si tu as un message avec Génération Y, mais ce serait peut-être quelque chose qui se rapprocherait de ça. Si vous êtes victime ou quoi, n'hésitez pas à en parler, quoi. Oui, c'est vraiment ça. C'est commencer à en parler, c'est la première étape pour s'en sortir. Et il faut pas avoir honte, quoi. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Il faut pas avoir peur de faire du mal à ses proches en annonçant qu'on est malheureux ou que sais-je. Il faut s'en sortir. Il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Il faut juste prendre 5 minutes et se dire que sa vie, c'est plus important, quoi. Puis après, il peut y avoir beaucoup de traumatismes derrière si on n'en parle pas ou si on garde ça pour soi. Donc voilà. Des traumatismes, des rancœurs et une image de soi qui est pas la bonne parce qu'ils se diront qu'ils n'ont pas eu le courage ou que sais-je. Mais voilà, laissez ça de côté. C'est pas là-dessus que vous devez travailler en premier lieu et on travaillera dessus après, plus tard. Est-ce qu'en Belgique, la législation, pardon, est un petit peu différente qu'en France sur ces sujets-là?
Oui, elle est différente parce qu'on n'a pas de loi telle quelle contre le cyberharcèlement, mais on a deux lois qui interdisent de raconter des mensonges, enfin je ne sais plus exactement le terme légal, mais en tout cas d'inventer une histoire qui est mensongère, et d'utiliser des outils informatiques pour la diffusion de ce genre de mensonges ou pour La diffamation. oui, la diffamation, c'est ça le mot, ou pour tout effet néfaste sur la vie et la liberté de quelqu'un. Donc techniquement, il n'y a rien sur le cyberharcèlement, mais la plupart du temps, les avocats vont faire jouer ces deux lois-là, et qui finalement équivaut à ce qui se passe en France, quoi. Le raton qui parle de Victorious Victim, en fait, c'est un badge que donc le héros distribue à toutes les personnes qui ont survécu à un événement traumatisant, comme un harcèlement par exemple. Il leur donne un petit badge pour dire voilà, t'es une victime, mais maintenant t'es une victime victorieuse, tu peux être fier de toi, tu peux lever la tête, tu peux continuer. Et pour le Ulule, j'ai créé ce badge en solide. Ah, super. Donc il est en métal et pratiquement dans les 100 premiers contributeurs ont pu avoir ce badge chez eux à la maison. Donc voilà. Et d'ailleurs, je l'ai dessiné là sur le manteau du héros. D'accord, ah oui, c'est celui-là, ok. Est-ce que finalement, ce serait pas le rôle des médias aussi, un petit peu bon, d'en parler beaucoup plus, bien sûr, mais de montrer les victimes, finalement, pas que comme des victimes ou avec les notions de honte, etc., mais justement avec cette notion de victoire et d'avoir réussi à en parler et d'avoir réussi, finalement, à faire avancer les choses? Après, je pense que ça peut être un piège parce que tu peux être victime, ne pas t'en sortir, ne pas avoir fait avancer les choses, et c'est pas grave. Et c'est très bien comme ça aussi. Si tu as du mal au quotidien, si tu sais pas t'en remettre, c'est normal, c'est humain. Et j'ai un peu peur que, vu le sensationnalisme que les médias cherchent à avoir à chaque fois, ils montrent que tu en sors grandi, que tu en sors fort, etc. Alors que c'est pas du tout le cas pour 80% de la population. Donc j'aurais un peu peur que ce soit mal vécu, mais pour moi, oui, c'est important non seulement de montrer que ça existe, de montrer le résultat sur les victimes, mais aussi le résultat sur les bourreaux, parce qu'il y a aussi une spirale infernale de leur côté. Je ne sais pas de les pardonner du tout, mais je pense qu'on devrait parfois donner la parole à ces gens-là quand ils sont dans une forme de rédemption, on va dire, ne fût-ce que pour comprendre le mécanisme. En fait, c'est surtout ça, c'est comprendre le mécanisme et casser le jeu avant qu'il aille trop loin, quoi. Voilà, plus d'éducation, en fait. Ouais, dans tous les cas, faut en parler, quoi. Oui, dans tous les cas, oui. Je le rappelle, pour ceux qui veulent acheter le manga d'Ayaluna, vous la suivez sur les réseaux sociaux et vous lui envoyez un petit message privé. Et derrière, elle pourra vous envoyer, enfin, voir avec vous pour l'achat du manga et vous l'envoyer. Exactement. Me suivre est optionnel, mais ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'actuellement, du coup, c'est pas un peu difficile pour les envois? Est-ce que tu dois mettre un temps d'attente, le temps que les frontières soient... Enfin, Oui, là, les frontières sont ouvertes à condition d'un test, il me semble, pour la Belgique. c'est ça. Je vais pas me faire tester à chaque fois, donc il va falloir patienter un petit peu et j'annoncerai quand c'est envoyé, en tout cas pour la France. Pour la Belgique, il n'y a aucun souci, évidemment. Donc voilà. C'est super parce qu'on a abordé vraiment plein de sujets et des choses vraiment très très intéressantes. C'est passé super vite. Ouais, c'est fou quand c'est super intéressant comme ça passe vite. Ah, c'est gentil. Je rappelle, donc il y a ton manga, les gens peuvent l'acheter en te contactant en privé, mais au mois de mars, il y a un nouveau projet qui sort, donc dessiné par Aya Luna et scénarisé par Le Raton qui s'appelle Les Chroniques de Carnois. Donc ça sera avec la plateforme French Mangaka, donc n'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux sociaux. Vous aurez un Tipeee qui sortira aussi au mois de mars avec les premiers chapitres. Et ensuite, ce sera le mois de juillet, si je me trompe pas, pour le tome 2 de Génération Y. C'est ça. Super. Donc ça fait donc voilà, à partir du mois de mars, vous aurez le projet en lien avec en collaboration avec Le Raton qui sera via Tipeee aussi, et au mois de juillet, vous aurez la nouvelle campagne Ulule pour le tome 2 de Génération Y. Enfin, je peux déjà t'inviter pour le tome 2 pour après la campagne, avoir tout ressenti une fois qu'elle sera passée. Avec plaisir. Une question de Sif, c'est quoi le meilleur et le pire conseil que quelqu'un du milieu t'ait donné? Alors, pour le moment, le meilleur conseil qu'on m'ait donné... Attends, je réfléchis pour pas dire de bêtises. C'est de continuer. Oui, mais pour être vraiment plus concret, on m'a dit
que mes personnages faisaient trop jeunes, que ça diminuait l'impact qu'ils avaient et peut-être un petit peu plus réfléchir à varier des visages, à varier les morphologies. Et ça a été vraiment c'était très très récent. Et ça a été vraiment un coup de fouet qui m'a poussé dans mes retranchements et j'en suis sortie, je pense, plus forte artistiquement qu'avant. Donc ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, je pense. Un des pires conseils qu'on m'ait donné, c'est aussi un éditeur qui m'a répondu que mon travail était trop hybride et que pour faire du manga, il fallait faire du shonen type shonen. Et franchement, ce conseil-là, j'en ai rien fait du tout, j'en ai rien tiré du tout. Je refuse complètement de me plier à des exigences aussi débiles. Non mais voyons, faut un héros complètement niais et inconscient, sinon c'est pas la peine de faire des mangas. Exactement, oui, c'est ça. Ne viens pas avec ta culture européenne, mais fais-moi du manga qu'on peut acheter au Japon. Avec des personnages en uniforme et C'est qui ça. lavent leur Et- salle de classe. exactement. Et c'est d'autant plus insultant parce qu'au Japon, il n'y a pas que des mangas comme ça déjà. Bien sûr. Et oui, ça. Et je crois que la pire remarque qu'on m'a déjà fait aussi, c'est pas mal pour du fanzine quand j'ai envoyé un dossier d'édition. D'accord. La qualité pour du fanzine. Ça, j'ai trouvé ça d'une condescendance assez violente. Ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, j'avais regardé une interview, alors c'était une expo, alors je pense que c'était sur Angoulême ou les alentours, qui faisait une expo sur un artiste manga très, très très connu au Japon, mais beaucoup moins dans les pays francophones et notamment en France, et qui faisait des mangas plus dirigés à un public vraiment mature, et donc au Japon c'était vraiment un public beaucoup plus âgé que ceux qui lisent les magazines que ce soit les magazines shonen ou ceux pour un public aussi un peu plus vieux, et qui disait que finalement il passait sa journée sur l'exposition à recevoir des personnes âgées, des retraités, etc., qui venaient le voir et qui venaient lui demander mais comment on fait pour lire un manga, machin, parce que ils étaient très impressionnés par le fait que les mangas pouvaient leur parler finalement. Ah ouais, ouais. Il y a vraiment une différence. Enfin, comme vous dites dans le chat, hein, le manga c'est juste un média. Après, le public, il peut avoir des âges complètement différents. Oui, totalement. C'est bien qu'il y ait toujours des gens pour être assez curieux et passer au-delà de ce qu'on voit de manière mainstream. C'est clair. Kin qui nous dit on va aller rendre visite à cet éditeur qui t'a. Ouais, bah écoute, on peut pas avoir que des bons conseils, hein. Ouais. Raph qui nous dit que c'est pour ça qu'il fait des héroïnes. Ouais, c'est très important aussi de diversifier ça et de faire des héroïnes. Oui, je pense aussi. Que ce soit dans le manga ou dans les autres formes de bande dessinée, dans la franco-belge ou dans le comics, avec notamment Spider-Man qui est devenu, enfin, qui est dans une version qui est une femme, ou aussi Captain America, il n'y a pas très longtemps de ça, qui est, si je me trompe pas, qui est devenue une fille chez Marvel. Donc c'est aussi très important de mettre des héroïnes maintenant. Enfin, Bah, en général, la diversité est importante, hein, pas que pour les femmes et les hommes, hein. c'est du bon sens, mais bon, c'est vrai que dans ces industries-là, ça a mis un peu de temps avant de venir. C'est clair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ton nouveau projet, Les Chroniques de Carnois, où tu prends une fille comme héroïne et qui va se battre Mhm. justement avec les préjugés de son temps, Oui, enfin de son monde. c'est ça. On va essayer de lui imposer un rôle du fait que ce soit une femme alors qu'elle elle a la même force et la même énergie que ses protagonistes masculins. Le raton qui nous demande as-tu déjà écrit ou dessiné sous l'influence de substances? Si oui, c'était quoi le résultat? Alors on parlait de Stephen King tout à l'heure, c'était vrai qu'au début de sa carrière, c'était beaucoup de substances. Des substances, définies substances. Parfois, je travaille sous sucre. C'est pas, ça marche très très bien pour donner de l'énergie. C'est une addiction. Oui, je sais bien. Plus sérieusement, non, j'ai eu la chance de jamais avoir été influencée par quoi que ce soit de ce genre. Je suis même pas accro au café, rien de tout ça. Non, ça c'est, je croise les doigts pour que je me penche jamais là-dessus. Mais j'en ai jamais eu besoin jusqu'ici. Peut-être qu'ils se demandent comment tu fais pour avoir autant de productivité. Mais oui, c'est mon secret. Avec un planning aussi chargé, est-ce que tu auras le temps de participer aux 23 heures de la BD? Oui, j'aurai le temps de participer. Vous inquiétez pas. Parce qu'en plus, oui, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que je suis maman depuis maintenant 1 an et demi. Donc ça aussi, ça prend du temps, mine de rien. Mais malgré ça, j'arrive à toujours trouver du temps pour les 23 heures de la BD qui est... je crois que ça fait 10 ans maintenant que j'y participe. Super. On partagera ça sur les réseaux sociaux à ce moment-là aussi.
C'est pas mes plus grandes fiertés parce que quand tu travailles 24 heures d'affilée, tu fais pas forcément de la qualité. Et peut-être que là, tu penses à des substances pour t'aider. Oui, là, par contre, ça coule à full eau, le café et tout. Keen qui nous demande si t'es même pas accro au chocolat. Non. Non, je suis pas accro au chocolat. Bientôt, on fera une rubrique dans nos interviews sur les habitudes alimentaires Ouais. et nutritives des auteurs. Voilà. Oui, je suis pas une vraie belge, je suis pas fan du chocolat, pas fan de la bière, désolée. Combien, j'ai pas posé la question, combien il y aura de tomes de prévus pour Génération Y? 7 tomes. 7, Ouais. ok. Ouais. Donc 7 ans? Oui, je croise les doigts pour pouvoir en faire un par an, oui. Super. Alors, il y a le raton qui nous fait un petit commentaire, une petite déclaration. J'adore travailler avec toi et je souhaite que de bonnes choses pour Génération Y. C'est super gentil, merci. Raph qui nous dit courage pour la suite. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ok. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot pour les spectateurs? Un mot de la fin, ce serait si vous êtes auteur, si vous êtes artiste, continuez à produire. Produisez quel que soit le résultat, quelle que soit l'humeur dans laquelle vous êtes. Vous perdez jamais rien à produire, même si vous le gardez pour vous, il n'y a aucun souci. Et puis pour ceux qui sont pas artistes, intéressez-vous à l'art, lisez, découvrez. Je trouve ça génial qu'il y ait autant de gens qui viennent, qui s'intéressent, qui posent des questions et tout. Ça c'est vraiment cool, donc je suis très contente. Bon, super. On a hâte de voir la suite de tes projets. On a hâte aussi de retrouver les conventions et du coup de te retrouver en convention, de pouvoir te rencontrer. Ah ouais, ce serait bien. Vivement. Et puis, sur ces belles paroles, je te remercie d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'était très gentil. Merci à toi de m'avoir invité. Pas de souci. Et puis, je vous remercie, vous, tous les spectateurs, et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci à tous. Au revoir à tous. Bon après-midi. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce Keep on Talk, le podcast du collectif Keep on Dream. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Tiens d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais d'ailleurs vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep on Dream. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch ou sur un prochain épisode. C'était Keops pour le Keep on Talk.